Nous continuons aujourd'hui la suite de l'affaire incroyable des poisons et nous clôturons avec ce podcast la deuxième saison de Postscriptum. La tête de la Brinvilliers est tombée nette malgré les 30 minutes que le bourreau s'était laissé pour préparer la condamnée sur l'échafaud. Il fut probablement un peu gauche ou débutant, le bourreau, mais avant son exécution, telle une malédiction, la Brinvilliers avait mis en garde qu'il y en avait d'autres des empoisonneuses. D'autres, et beaucoup plus, et que la personne du roi a fait et fera la cible de nombreuses manigances. La question demeure et enfièvre le gouvernement, comment le roi pourrait être atteint? La Brinvilliers avait bien laissé sous-entendre que des complots de grande ampleur et bien ficelés étaient sur le point d'aboutir. Postscriptum avec Éloi Sainteau. Tous les samedis à partir de 14h. Quand on perquisitionne chez une certaine Marie Bosse, elle balance une cinquantaine de noms d'empoisonneuses et à leur tour, quand on va les questionner, elles vont balancer et elles se disent, probablement dans leur tête, si je balance, j'aurai la paix auprès des autorités policières. On a non seulement le nom d'empoisonneuse, mais aussi de clients et surtout de clientes. On découvre ainsi des centaines d'échoppes d'empoisonnement dans Paris et surtout dans les quartiers de la rue Saint-Denis. D'ailleurs, une expression nous viendra directement de là, prendre un bouillon de Saint-Denis. C'est une affaire phénoménale. Début avril 1679, on a plus de 300 noms. Le roi donc a décidé de créer une chambre spéciale de justice extraordinaire, la chambre ardente, qui siège à l'Arsenal et dont les magistrats sont nommés par le roi. Donc c'est carrément une épidémie d'empoisonneuses, si je puis mettre la chose en contexte actuel. Tous les jours, on dénombre de nouveaux noms, de nouveaux cas. On se rend bien compte que l'affaire, si on peut dire, dépasse les remparts de Paris. C'est bientôt des villes entières de Provence en France, engorgées dans leurs bas-fonds d'empoisonneuses. Alors on décide d'arrêter cet étal de réseau de poison, on arrête par dizaines, c'est une rafle capitale, et on va tout concentrer dans une chambre, une salle située à l'Arsenal, qui ne dépendra que de l'autorité et de la justice du roi. Alors pourquoi chambre ardente ? Ce nom à caractère un peu fantastique fait probablement référence aux grandes tentures rouges qui tapissaient les murs et les fenêtres, où des torches et des candélabres faisaient rougeoyer la salle. Mais en effet, les propos de la Brinvilliers avant sa mort, qui, souvenez-vous, avertissait de la sécurité du roi, semblent être véridiques. Parmi les clientes des empoisonneuses, on trouvait des bourgeoises, des personnes de la noblesse de robe, mais ce qu'on découvre aussi, c'est de la très haute noblesse, de l'aristocratie qui se voit atteinte, celle qui voit tous les jours le roi dans les salons de Versailles, parfois même dans la cérémonie du lever et du coucher du roi. Le scandale est gigantesque. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement alors, et réellement, dans ces petits taudis de la rue Saint-Denis et alentours ? Alors quand on attend le retour de l'amour de l'être aimé, ou alors autre vœu abracadabrant, par exemple la mort de la Tata Fortune par exemple, il faut rentrer dans un certain réseau de devins, de diseurs de bonnes paroles, et plus loin de faux prophètes, de faux prêtres et de charlatans, et tout cela s'appuie et est en collaboration avec l'immense réseau souterrain des empoisonneuses. Il faut alors s'adonner à quelques pratiques noires. Il faut savoir que nous avons, dans la France du XVIIe siècle, des restes d'une foi superstitieuse. On croit donc autant à Dieu et ses saints de l'au-delà qu'au diable et ses démons de l'enfer. Il y a donc des prêtres qui disent la messe le matin à 11 heures à la population et à Dieu, et le soir, ils disent leur messe aux empoisonneuses et au diable. Et si vous voulez, on a ainsi des messes noires qui sont dites dans les caves des quartiers malfamés de Paris pour poursuivre l'idée à son paroxysme. C'est alors que dans une sorte de mélange, un galimatias de diverses croyances et de superstitions, on fait dire des messes à l'envers et dans d'atroces scénarios. Par exemple, pendant que le prêtre du démon récite la messe à l'envers, ce qui est une abomination à l'époque, disons-le, on verse sur le dos de la demandeuse de poison nue
le sang d'un nouveau-né égorgé. C'est une horreur épouvantable, et contrairement à des idées reçues, cela ne tient pas de la légende romancée. Et nous avons de nombreux cas de disparition de nouveau-nés à Paris dans ces années-là. Ces nouveau-nés sont d'ailleurs souvent des fruits d'avortements, dont la pratique est aussi une des spécialités des empoisonneuses. C'était le prélude, ce magnifique prélude de la première suite des symphonies pour les soupers du roi, composé par Michel Richard de Lalande en 1703 et interprété par Elby Police Baroque Orchester et Jürgen Gross. Vous écoutez l'émission Postscriptum avec Éloi Sainteau. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que toutes ces pratiques abominables ne marchent pas. Eh bien non, ça ne marche pas. Alors on dit aux clientes, allez voir les empoisonneuses ce qu'elles en disent. Beaucoup de noms ressortent, ce sont parfois des pseudonymes. Exemple, la voisin, la bosse, la vigoureux, la filastre, pour ne citer que les plus importantes. Alors chez ces empoisonneuses, qu'est-ce qu'on fait? On pique dans des petites statuettes de bois, on boit ou on applique des potions de fientes de pigeon à base de bave de crapaud ou autre urine de quelque animal. Vous voyez comment l'imagination populaire des sorcières n'est pas si loin de la réalité. Tout vient de ces empoisonneuses. On met des onguents aussi, de nombreux onguents partout dont la composition est aussi douteuse qu'abjecte. On fait des sortilèges à tout bout de champ, mais ça ne marche pas non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au bout de quelques messes noires fort cher payées et des sortilèges abracadabrantesques eux aussi fort cher payés, on arrive enfin à l'acquisition de poudre de succession. Cette merveilleuse poudre qui fait le commerce, un commerce très florissant d'ailleurs de ces empoisonneuses. Cette poudre qui, en fine quantité et absorbée par plusieurs fois dans l'organisme, fait tomber la fortune de la succession en expédiant le dignitaire ad patres. Cette poudre de succession, c'est l'arsenic, vous l'aurez reconnu. On est donc passé par tout un réseau pour arriver à l'assassinat ultime. Alors qui fournit en poison? On a plusieurs catégories. On a d'abord les bergers qui sont en permanence en contact avec les vertus des plantes médicinales pour le bon soin de leurs bêtes. Et on a aussi par exemple les moines qui ont une grande science des liqueurs et des végétaux. Ce sont d'ailleurs des sœurs qui tiennent les hospices et les hôpitaux. Et nous le savons bien, qu'entre l'hôpital de l'époque et le cimetière, la distance n'est jamais bien longue. Cette immense organisation qui fait de nombreux adeptes, cette structure gigantesque et incroyable, tous ces réseaux si bien cachés, tout cela va s'écrouler du jour au lendemain. La filastre, une des plus célèbres empoisonneuses sous l'interrogatoire, va dire une telle horreur, quelque chose de tellement énormissime que tout va s'écrouler comme un château de cartes.
La Philastre affirme et prouve l'indicible. Madame de Montespan, favorite et maîtresse officielle du roi, mère de nombreux enfants royaux, a fait des messes noires et commandé des poudres quand le roi allait avec toutes ses autres maîtresses, et Dieu sait combien il en aura eu des maîtresses. Mais il n'y a pas qu'elle, la duchesse de Vendôme, la comtesse de Vivonne, la grande comtesse de Polignac, la comtesse de Soissons, toutes celles-là, quand elles apprennent qu'elles sont visées, clairement, elles foutent le camp et décampent aussi vite que possible, sauf qui peut. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que d'un coup, les rideaux et les masques tombent. Versailles est gangréné de toutes ces affaires ô combien semblables de poison de charlatanisme et de messe noire. En caricature, Versailles n'est que la cour des miracles en doré. C'est une façon de parler, bien sûr. Alors le roi, apprenant cela, il ferme aussitôt la chambre ardente. Après cela, tout doit être inscrit non pas sur des gros registres de procès-verbaux, mais sur des feuilles volantes, pour pouvoir justement faire le tri de ce qui doit être su et ce qui doit être tu. Petite anecdote d'ailleurs pour envenimer l'affaire. La Madame de Montespan, apparemment bien impliquée dans l'affaire, a eu bien des bâtards du roi. Seulement, les enfants légitimes du roi qu'il a eu avec la reine meurent les uns après les autres. C'est quelque chose. Quelques points de suspension à ces faits-là sont de mise. Donc le roi a fait légitimer depuis bien longtemps ces bâtards, et ce sont eux qui seront appelés peut-être à régner. Mais si le nom de leur mère est sali de la manière la plus démoniaque par les poisons, ce seront des rois maudits, des rois descendants d'une empoisonneuse, imaginez-vous. Il est donc absolument hors de question que Madame de Montespan soit mêlée à cette affaire, Louis XIV l'écarte. C'est donc pour protéger l'intégrité du royaume par l'incarnation de l'État dans le corps du roi, c'est l'intérêt d'État qui prime. Depuis que la chambre ardente est fermée, il y a eu à peu près 40 exécutions publiques par le bûcher. Mais que faire du coup des quelques 400 autres non? Cette fois-ci, c'est la justice du roi qui va s'imposer. Tous ceux-là seront incarcérés à vie dans des prisons royales. Tout cela sera dirigé de main de maître par Louis XIV, car rien, ou presque rien, ne s'ébruitera. Tout sera scellé, et très très peu auront eu vent de ce coup magistral au sein du pouvoir royal. Nous étions là en 1682. 40 ans plus tard, le roi sent son heure arriver. Cette affaire qui est passée à deux doigts de faire basculer la monarchie absolue de droit divin, dont il était le premier à avoir installé, reste dans les mémoires. Nous sommes le 13 juillet 1709 et le roi allume un feu. Nous sommes en plein été pourtant. Il décide que les recoins les plus scandaleux et les plus sulfureux de cette affaire doivent rester dans un, je cite, éternel oubli. Ce sont des feuilles volantes, des procès-verbaux impliquant la Montespan qu'il jette dans le feu, une par une, après avoir été le dernier à les avoir relus. Cette affaire extraordinaire est une affaire tournante dans notre histoire. C'était l'affaire des poisons, ouragan politique et judiciaire sous Louis XIV. C'était Postscriptum avec Éloi Sainteau. Je vous laisse avec cette grande passacaille de la même suite que tout à l'heure, et on se retrouve après de très bonnes vacances pour une nouvelle saison de Postscriptum. Portez-vous bien.